Le restaurant de Boston avait un parfum de vieille fortune et de renouveau. Nous étions là pour mon frère Brandon, sa promotion. Ma mère, Patricia, leva sa flûte de champagne, qui captait la lumière. Elle sourit à Brandon, ce sourire éclatant et poli qu'elle lui réservait. « À mon fils, dit-elle, celui qui fait la fierté de cette famille. » Elle laissa planer ces mots. Puis son regard se posa sur moi, assise au bout de la table. « Certains enfants vous rendent fiers, dit-elle d'une voix toujours légère et charmante. D'autres ne font que prendre de la place. » Des rires polis et gênés s'élevèrent des convives. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible ou le bouc émissaire de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je soutins le regard de ma mère, un léger sourire apaisé effleura mes lèvres et posai ma serviette en un sur la table. Je me levai. Le grincement de ma chaise fut le seul bruit dans la pièce. « Heureusement que je viens de trouver mon propre appartement, dis-je d'une voix claire et assurée. À 4000 mètres d'ici. » J'ai regardé mon père, Grégory, qui fixait son verre à moitié porté à ses lèvres. Puis je me suis tourné vers Patricia. « Ne t'inquiète pas, maman. Tu ne me verras plus jamais te déranger. » Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger privé. Je n'ai pas attendu de réponse. Je ne voulais pas d'excuses. J'avais juste besoin d'air. Le froid de la nuit bostonienne m'a fouetté le visage, pour la première fois de ma vie, respirer m'a procuré une sensation de plénitude. Voyez-vous, j'ai été l'autre enfant pendant 28 ans. Mon frère Brandon était l'enfant chéri. Celui qui avait un potentiel exceptionnel, celui qui était promis à une carrière dans la finance, celui qui incarnait les ambitions de ma mère. J'étais la discrète, l'artiste, le bouc émissaire. Dans notre famille, l'amour était une transaction commerciale, et j'étais un mauvais investissement. La preuve en est dans mon dossier. Quand Brandon s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse en 3e année d'université, mes parents ont co-signé pour une nouvelle voiture et ont discrètement payé les mensualités. Quand j'ai eu besoin d'argent pour une certification essentielle en graphisme, indispensable à ma carrière et à mon ascension professionnelle, mes parents m'ont aidé. Ils m'ont fait asseoir à la table de la salle à manger et mon père a glissé un document sur le bois ciré. C'était un prêt de 6500 $. Mes propres parents m'ont imposé un taux d'intérêt de 12%. Ils m'ont fait signer un contrat notarié. Mon père, Grégory, m'a regardé paraffer chaque page, le visage impassible, comme s'il concluait un marché avec une inconnue. Voilà la situation. J'étais une débitrice peu prioritaire, mais avec un taux d'intérêt élevé. Brandon, lui, était un atout. Et j'avais remboursé cette dette avec une méticulosité extrême pendant 3 ans, en économisant, en vivant frugalement, en sautant des dîners, tout en les voyant couvrir Brandon de cadeaux et d'opportunités. Je n'étais pas qu'une fille. J'étais une ligne sur leur compte. Ce prêt de 6500 $ était un message. Une ligne tracée à l'encre indélébile. Quand Brandon a détruit sa BMW après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, mon père s'est porté garant pour une nouvelle avant même que le chèque de l'assurance ne soit encaissé. C'était une erreur. Pour moi, c'était une dépense. Brandon faisait partie de la famille. J'étais employé dans l'entreprise familiale et je devais assumer mes propres frais. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi avoir signé? Pourquoi être resté si longtemps? Pourquoi accepter un prêt à 12% d'intérêt de ses propres parents? Il est difficile d'expliquer la psychologie d'un bouc émissaire de longue date. On vit dans une prison qui n'a pas besoin de barreaux, car les murs sont faits de ses propres espoirs. On se dit sans cesse que si on était un peu plus discret, un peu meilleur, un peu plus performant, si seulement on remboursait la dette, si seulement on prouvait sa loyauté, un jour il finirait par nous remarquer. On survit grâce aux miettes de leur approbation. Et on en a tellement besoin qu'on finit par croire que c'est un repas. Il y a un terme psychologique pour ça, l'impuissance acquise. C'est un mécanisme de survie. Année après année, on vous conditionne à croire que se défendre ne fait qu'empirer les choses. Alors on arrête de se battre. On apprend à endurer. On apprend à se faire toute petite pour prendre moins de place. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était l'armure que je devais me forger pour survivre dans cette maison. J'étais devenu si doué pour obéir, si doué pour être la responsable, que j'avais oublié que c'était un rôle. Mais ce soir-là, au restaurant, quelque chose a changé. Quand ma mère a prononcé ces mots, les autres ne font que prendre de la place. Ce n'était pas qu'une insulte. C'était un diagnostic. Elle ne me disait pas simplement ce qu'elle pensait de moi. Elle me disait que toutes mes années d'efforts, à faire mon devoir, à être la bonne fille, n'avaient servi à rien.
Tout cela n'était qu'un mensonge. Je ne gagnerais jamais son amour. Et à cet instant précis, les chaînes invisibles se sont brisées. Le mécanisme de survie s'est enfin désactivé. Je ne sortais pas simplement d'un restaurant. Je sortais d'une prison où j'avais été enfermé pendant 28 ans. Avant même d'avoir ouvert la porte de mon appartement, mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère, Patricia. Tu as fait honte à toute la famille. Appelle-moi immédiatement. Je l'ignorais. Je pénétrai dans mon petit appartement et pris enfin une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi pur. Mon téléphone vibra de nouveau. Mon père, Grégory, ta mère est anéantie. Tu dois t'excuser pour ce comportement égoïste et théâtral. Je déposai mes clés dans le vide-poche près de la porte. Nouvelle vibration. Brandon. Claire. C'était vraiment n'importe quoi. Appelle-les. Ils n'étaient pas désolés. Ils ne réfléchissaient même pas. Ils étaient furieux que j'ai dérapé. Furieux que le bouc émissaire ait quitté la scène en plein milieu de leur pièce. Je me préparais une tasse de thé, les mains posées sur le canapé. Assise sur mon canapé, je regardais mon téléphone illuminer la pièce sombre. Appel de maman. Appel de papa. Encore un appel de maman. Puis une notification Facebook. Ma mère avait publié quelque chose. J'ai cliqué dessus. C'était là. Une magnifique photo d'elle et de Brandon, tout sourire, prise à la fête. La légende disait, si fier de mon merveilleux fils. C'est tellement triste quand certains enfants oublient les sacrifices que leurs parents ont faits pour eux. Il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'ils retrouvent le chemin. Les commentaires affluaient déjà. Tu es une si bonne mère, Patricia. Je pense à toi. C'était vraiment génial. Elle avait déjà réécrit l'histoire. Je n'étais pas une personne humiliée publiquement. J'étais une enfant perdue et ingrate, la cause de sa souffrance. J'ai posé mon téléphone. Cette publication était la dernière confirmation dont j'avais besoin. Elle prouvait que son discours n'était pas une erreur. C'était un manifeste. Alors, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Je me suis organisé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas interagi avec la publication Facebook. J'ai ouvert mon ordinateur portable, consulté mon compte bancaire et regardé le solde à impayé du prêt familial numéro 114B, $4112,58. J'ai cliqué sur « Payer ». J'ai saisi le montant total. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai attendu que l'écran de confirmation se charge. Puis j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai envoyé un nouveau mail à Patricia Grégory Brandon. Objet, contrat de prêt familial et son sur 4B, remboursé intégralement. J'ai rédigé un message court, professionnel et froid. Conformément au reçu ci-joint, le prêt du 14 octobre 2020, d'un montant de $6 500 plus 12% d'intérêt cumulé, a été intégralement remboursé. Mes obligations financières et familiales sont désormais remplies. Merci de ne plus me contacter. J'ai joint le PDF de la confirmation de virement bancaire. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai eu l'impression de clore un chapitre qui m'avait accompagné toute ma vie. Le silence de leur côté a été immédiat et total. Le flot incessant de messages et d'appels s'est arrêté net. Ils n'avaient plus aucun moyen de pression. Ce prêt était le dernier lien qui les unissait à moi, et je venais de leur remettre les maillons brisés. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'organisation. Mon déménagement à Portland n'était plus un projet secret, mais une échéance. J'ai vendu mes vieux meubles, emballé mes livres et commencé à trier mes affaires. Ce que je gardais et ce que je laissais derrière moi. C'est dans la pile des choses à garder que je l'ai trouvé. Un vieux dossier manille oublié, provenant de la succession de ma grand-mère. J'avais peut-être 22 ans à son décès. Je l'avais rangé, sans presque jamais y jeter un œil. Or, en triant des papiers, je suis tombé sur une lettre de son avocat mentionnant un petit fonds d'études qu'elle avait ouvert pour moi. J'avais supposé qu'il avait disparu depuis longtemps, épuisé dès ma première année. Mais maintenant, je liquidais tout, réglant les derniers détails. J'ai appelé le cabinet d'avocats, m'attendant presque à ce que le fonds soit vide. L'avocat initial avait pris sa retraite, mais son associé a récupéré mon dossier. Il semblait hésitant au téléphone. « Mademoiselle, un nom de famille », dit-il d'une voix prudente. Je consulte le relevé de compte. Il y a une anomalie. Je me suis figé. Quel genre d'anomalie? Le fonds affichait un solde d'un peu plus de $5 000, mais il y a eu un retrait total il y a 5 ans. Le 12 mars, mes pensées s'emballèrent. Il y a 5 ans, je n'ai jamais retiré cet argent, dis-je. Je pensais qu'il avait disparu.
Un silence s'installa, suivi du bruit de papier froissé. Eh bien, nous avons le formulaire de retrait ici. Il a été envoyé par courrier, mais en y regardant de plus près, la signature ne correspond pas à celle des autres documents de votre dossier. Un frisson me parcourut l'échine. Pourriez-vous m'envoyer une copie de ce formulaire, s'il vous plaît? L'email arrive 5 minutes, plus tard. L'objet était simplement dossier d'État. J'ouvris le PDF scan. Il était là, une demande de retrait de $5 000 et la signature. Ce n'était pas la mienne. Une tentative maladroite et tremblante d'imiter mon écriture. C'était indubitablement celle de ma mère. Je vérifiai à nouveau la date, le 12 mars. Je consultai mes propres dossiers. J'ouvris la copie scannée du contrat de prêt familial. La date du prêt était le 26 mars, exactement 2 semaines après que ma mère eut falsifié ma signature et vidé mon compte d'épargne-études. La réalisation m'a frappé de plein fouet, au point de m'en étouffer. Elle ne m'avait pas prêté d'argent. Elle m'avait volé $5 000. Elle avait volé l'héritage de ma grand-mère. Puis elle avait ajouté $1 500, avait prétendu qu'il s'agissait d'un prêt familial, et, assise à sa table de salle à manger impeccable, m'avait fait signer un contrat me facturant 12% d'intérêt sur mon propre argent volé. Ce n'était pas qu'une simple humiliation. Ce n'était pas qu'être un bouc émissaire. C'était du vol. C'était un acte criminel. Les appels à la réconciliation ont commencé 2 jours plus tard. Ma mère, Patricia, m'a envoyé un long message, les larmes aux yeux. Claire, ça suffit. Je n'ai presque pas dormi. Ton père est fou d'inquiétude. Pourrions-nous nous voir et en parler? Au sein de la famille, elle était une véritable artiste. Elle pouvait peindre n'importe quelle histoire. Et dans celle-ci, elle était la matriarche au cœur brisé, essayant désespérément de maintenir sa famille unie. J'ai accepté de la rencontrer dans un café, un lieu neutre. Elle était déjà là à mon arrivée, essuyant ses yeux avec une serviette en lin. Elle avait bien choisi sa tenue. Un doux cachemire, un maquillage minimal. Elle paraissait vulnérable. Elle avait l'air d'une mère. Claire, dit-elle d'une voix tremblante, juste ce qu'il fallait. Merci d'être venu. Ça nous déchire tous. Ton père? Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas commandé de café. Je suis resté debout près de la table. Je suis au courant pour le fonds d'études de grand-mère, dis-je. Le jeu s'est arrêté. C'était comme si un masque s'était fissuré et était tombé au sol. Les larmes ont disparu. Son visage est resté impassible pendant une seconde. Sous le choc. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle, mais le masque impeccable avait disparu. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Je l'ai fait glisser sur la table, le bordereau de retrait de $5 000, daté du 12 mars, avec la signature que vous avez falsifiée. Elle a fixé le papier. J'ai vu son visage se décomposer. Elle a levé les yeux et toute la victimisation qu'elle avait mise en scène avait disparu. Il ne restait plus qu'une panique froide et viscérale. « Claire, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » dis-je d'une voix aussi froide et plate que le marbre de la table. « Je comprends que vous avez volé mon héritage. Et vous avez eu l'audace de me le prêter à 12% d'intérêt. » « C'était pour Brandon, murmura-t-elle finalement, la voix brisée. Les mots lui échappèrent. Il avait des problèmes. Il avait des dettes. J'allais rembourser. Je n'avais pas le choix. Vous alliez me rembourser en me faisant payer des intérêts. Elle se remit à pleurer, mais cette fois, c'était sincère. Un vrai désastre. Je savais que vous étiez responsable. Je savais que vous rembourseriez le prêt parce que je suis le bouc émissaire, conclus-je. Celle qui paie toujours. Celle qui est toujours bonne à prendre. Celle qui prend de la place. Je fis glisser l'autre document sur la table. Celui de mon nouvel avocat. C'est une mise en demeure. Les $5 000 que vous avez volés, plus les $2142 d'intérêts frauduleux que je vous ai versés ces 3 dernières années. Vous avez 30 jours. Claire, s'il vous plaît. Elle m'a supplié en essayant de me prendre la main. Mais je l'ai retiré. Tu vas me ruiner. Ton père ne doit surtout pas le savoir. Tu n'as pas seulement pris de la place, maman, ai-je dit en baissant les yeux vers la femme qui avait bâti sa vie sur mon silence. Tu as pris tout mon avenir, et tu me l'as fait payer. Je me suis retourné et je suis sorti du café. Je ne me suis pas retourné. Je l'ai laissé là, avec l'addition, fruit de ses propres actes. Les mois ont passé. La fraîcheur humide de Boston s'est estompée, remplacée par la douce pluie verte de Portland. Mon nouvel appartement était petit, mais les plafonds étaient hauts et la lumière agréable. Mon agence de graphisme, composée uniquement de moi,
d'un ordinateur portable et d'une quantité inépuisable de café, non seulement survivait, mais prospérait. L'affaire judiciaire s'est terminée non pas dans un fracas, mais par une simple signature administrative. Patricia a conclu un accord à l'amiable. J'ai reçu un virement de 7142 $. J'ai appris par une tante qu'elle avait dû vendre sa voiture, celle que Brandon utilisait habituellement pour aller chercher l'argent. L'humiliation, j'en suis sûr, était pire que la perte financière. Un mardi soir, je travaillais tard à la finalisation d'un guide de marque pour un nouveau client quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Claire, c'est Brandon. Je ne sais pas si tu liras ce message. Maman m'a enfin avoué ce qu'elle a fait. Le faux, le prêt. Je suis dégoûté. Je voulais juste que tu saches que j'ai toujours détesté cette situation. Je n'étais tout simplement pas assez forte pour lutter. Toi, si. Je fixais le message, le cœur battant la chamade. Un autre message est arrivé. Rire, je vire 10 000 $ sur ton compte professionnel. Ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. J'ai toujours su que tu étais la plus intelligente. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te le dire. Un troisième message, un reçu de virement. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant les larmes qui coulaient sans que je m'en rende compte. Ce n'était pas une question d'argent. Après toutes ces années, après avoir passé ma vie à être l'autre, celle qui prenait de la place, quelqu'un m'avait enfin vu. Et c'était la personne même que j'avais appris à détester. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai retrouvé le vieux dossier méticuleux que j'avais conservé pendant des années, le tableau Excel des comptes familiaux. J'ai regardé la dernière entrée concernant le contrat de prêt familial, Hassan 4B. Je l'avais marqué comme remboursé. J'ai contemplé les chiffres, ces années de comptabilité minutieuse et douloureuse, le registre de chaque injustice, de chaque transaction, de chaque ligne qui prouvait que j'avais de bonnes raisons d'être en colère. Puis j'ai fait un clic droit sur le fichier et j'ai appuyé sur supprimer. J'ai enfin compris que lâcher prise n'est pas une question de pardon. Ce n'est pas oublier la dette. C'est décider d'en avoir fini avec la comptabilité. C'est accepter que certaines personnes font simplement partie de notre histoire et non de notre destin. On nous apprend que les liens du sang sont les plus forts, que la famille est une forteresse. Mais parfois, ce n'est qu'une cage dans laquelle nous sommes nés. Et le plus grand courage que vous puissiez avoir n'est pas de vous battre pour votre place. C'est de trouver le courage de vous échapper, de partir et d'apprendre à vous retrouver. Cette lettre s'adresse à tous ceux qui se sont déjà sentis en marge de leur propre famille. À celui ou celle qui était toujours trop sensible, trop difficile, trop envahissant. À celui ou celle qui a appris à se faire plus discret, à étouffer ses propres besoins pour ne pas déranger les autres. Je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas difficile. Vous vous sentez simplement à l'étroit. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes simplement très attentif, veilleux, à l'injustice que tous les autres choisissent d'ignorer. Votre valeur ne dépend pas de leur incapacité à la voir. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour les satisfaire. Il est normal de partir. Il est normal de construire sa propre famille. Il est normal d'être celui ou celle qui brise le cycle. Votre vie n'est pas une obligation. C'est une histoire. Écrivez un nouveau chapitre.